Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on évoque la COP28 avec, semble-t-il, ce qui pourrait ressembler à un accord. La présidence émirati propose donc un texte qui appelle, je cite, à transitionner vers une sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale. Bonjour Hamida Han. Bonjour. Vous êtes historienne des sciences, mathématicienne, vous suivez les COP depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que l'on peut comprendre de ce texte et de ce qui semble être un compromis final ? Eh bien, on peut quand même saluer que pour la première fois, c'est vrai, on peut dire que c'est historique, le mot énergie fossile apparaît dans un texte négocié. Ça n'était jamais le cas. L'accord de Paris ne mentionne pas le mot de fossile. Depuis, ça n'était pas arrivé non plus. Il y avait eu des déclarations de certains pays à Glasgow en 2021, mais jamais dans l'accord. Jamais discuté, etc. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire que c'est une avancée. Évidemment, ça s'inscrit dans une fabrique de la lenteur de ce processus qui, voilà, on se cache derrière son petit doigt. Alors, pour le petit doigt, notamment, c'est cette expression dont parlait Anne-Laure Chouin il y a quelques instants. On parle donc d'une transition hors des énergies fossiles et non pas d'une transition avec une sortie des énergies fossiles. Oui, bon, on sait très bien que il y avait eu en début de COP, il y a quelques jours, la déclaration de l'OPEP qui disait que si on parlait de sortie des fossiles, c'était la chute, la dégradation de l'économie mondiale, c'était une catastrophe, il n'en était pas question. Il y a énormément de réticence des pays producteurs d'énergie fossile, en particulier l'Arabie Saoudite a été toujours à la manœuvre, comme elle l'avait été à Sharm el-Sheikh d'ailleurs, comme elle l'est toujours depuis des années dans tous les processus de ratification, par exemple des rapports du GIEC. Elle fait toujours de l'obstruction. Ça a été le cas. Et ces pays-là, comme l'Irak aussi, et ceux qui ne s'expriment pas, mais dont on sait exactement qui n'en pensent pas moins. Exactement, comme la Russie, etc. Qui sont aussi opposés à cette désignation et surtout à discuter des modalités de sortie de ces fossiles. Mais alors, semble-t-il, toujours sur ce texte qui ferait aujourd'hui compromis, l'idée c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Votre point de vue sur cette trajectoire et cette date, Hamida Han ? C'est évidemment très difficile. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, alors d'abord il faut s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone ? Évidemment, neutralité carbone, ça voudrait dire zéro carbone. Alors on dit que c'est toujours zéro net carbone, c'est-à-dire qu'on continue à évoquer quelquefois l'idée d'absorber le carbone qu'on continuerait à émettre. Alors ça, d'après ce qu'on a compris, c'est une forme de technosolutionnisme qui est absolument hors d'atteinte aujourd'hui. Absolument hors d'atteinte. On ne sait même pas absorber 0,1% des émissions de carbone. Il y a aussi un autre, volet de cette expression, c'est comment l'absorption naturelle du carbone par les sols, les océans, etc. Donc ça, c'est aussi les forêts, etc. Or, on sait aujourd'hui et ça c'est compté déjà, mais on sait que cette absorption se dégrade, étant donné la situation à la fois de l'agriculture à grande échelle, qui n'est pas l'agroécologie, etc., et d'autre part aussi la mauvaise santé des forêts à l'échelle mondiale, et les déforestations de l'Amazonie, de tas de forêts importantes, y compris en Afrique. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, il faut préserver, lutter pour que ça existe encore, etc. Voilà. Mais alors, concrètement, pour que l'on comprenne bien, Hamida Han, ça veut dire que cette neutralité carbone pour 2050, donc on comprend bien au passif, donc la production de carbone, lorsqu'on a produit du carbone, donc on ne peut pas le piéger de manière artificielle. Exactement. Ça, on voit aujourd'hui que c'est absolument impossible. On peut le piéger de manière naturelle, disiez-vous, mais alors on peut piéger à peu près quelle proportion ? Aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais si vous voulez, on appelle ça le carbone vivant, c'est-à-dire par
les espaces verts, la nature, etc., qui se développent. Mais aujourd'hui, ça ne permet pas, évidemment, d'absorber les 35 à 38 gigatonnes annuelles que nous émettons collectivement chaque année. Donc, ce qui veut dire que cette... Et ça voudrait dire donc aussi que nous allons... Par exemple, le budget pour 1,5 degré était considéré de réduire ces gigatonnes, ces 35, de 40% d'ici 2030. 40%, ça veut dire, en 7 ans, descendre de 7% par an. 7% par an, alors que nous augmentons grosso modo entre 1,5 et 2 depuis les dernières années. Où ça s'était un tout petit peu tassé, je dirais, avec l'année du Covid, etc. Bon, néanmoins, on augmente de 1,5 à 2%. Chaque année. Donc l'appel du texte donc de cette COP à accélérer la transition, et le mot juste est effectivement accélérer, puisqu'il va falloir accélérer extrêmement fort pour atteindre cet objectif. Il faudrait alors, la seule chose qui avait été positive au début de la COP, c'était cette déclaration de tripler les investissements dans les renouvelables. Parce que c'est vrai que tripler les investissements dans les renouvelables, dans certains cas, ça peut effectivement permettre certaines décélérations du côté des fossiles, à condition qu'il y ait substituabilité des énergies et pas addition des énergies, et que la consommation énergétique des pays n'augmente pas indéfiniment. À l'origine de cette COP, vous étiez plutôt pessimiste sur sa capacité donc à atteindre des résultats. Est-ce que vous révisez votre pessimisme initial? Est-ce que pour vous, il y a toujours une forme de schisme de réalité? C'est le terme que vous avez employé, Ami Dahan. Nous avons employé cela avec Stéphane Aïkout au terme des 15-20 années qui ont conduit à l'accord de Paris. Et c'était pour... Je crois que là aussi, il y avait un schisme qui était patent à Dubaï. Tout le monde, d'après tous les échos, moi-même j'y étais pas, mais j'ai été en relation très étroite avec des collègues, des chercheurs et aussi des membres de délégations françaises, des ONG, etc., avec qui j'ai correspondu, que j'ai eu au téléphone hier. Certains sont rentrés hier ou avant-hier. Eh bien, ce qui était clair pour toutes les personnes présentes dans cette immense foire, c'était 100 000 personnes, c'est que le problème était patent dans la ville même de Dubaï. C'est-à-dire, vous voyez, de l'aéroport au centre, on prenait une autoroute à 8 voies pour arriver dans des immeubles, des tours énormes, climatisés, fermés, etc. Tout cela artificiel, complètement artificiel, hors sol et tout ça. Donc, c'était patent que c'était une réalisation du pétrole, cette ville. Et donc, oui, je crois que ça a exacerbé, par certains côtés, l'exaspération de différentes délégations, et en particulier celles de pays du Sud. Bon, on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté, Ami Dahan, sur la manière dont cette COP avait été extrêmement encadrée par des lobbies, était de plus en plus enserrée dans un faisceau de contraintes et d'intérêts, c'est vrai? C'est évident. Jamais il n'y a eu autant de lobbies. Il y avait les lobbies fossiles même avaient été invités très largement. Je crois qu'il est clair que certains pays ont, en marge en particulier de la première semaine, en même temps que se discuter un peu la routine des choses, des négociations sur des contrats d'entreprises fossiles contre des céréales, etc. La délégation brésilienne, par exemple, avait des milliers de personnes, plus de 3000 personnes. Donc, et il y a aussi... Pardonnez-moi une question naïve, mais ça sert à quoi d'avoir 3000 personnes? Alors, d'après ce que j'ai compris des collègues qui étaient sur place, l'immensité du lieu faisait que... il fallait le remplir. Exactement. Il fallait le remplir, il fallait y être un peu...
Alors, en particulier, les petites délégations ne pouvaient pas s'en sortir. Parce que si vous venez avec 10 ou 20 personnes, c'est pas possible d'être dans des endroits qui sont à 15 km les uns des autres. Oui, parce qu'on évoque effectivement des lieux qui étaient non seulement gigantesques, mais très éloignés. Absolument. C'est-à-dire que la moyenne pour les collègues, c'était de faire 15 à 20 km par jour de marche entre les différents lieux. Et très souvent, les gens étaient entre eux. C'est-à-dire que l'Union européenne a fait des événements, comme on appelle, des side events, où ils étaient entre Européens, parce que le pavillon Europe était très loin de tout, etc. Ou bien ce que vous décrivez là à Midaon, c'est déjà un monde complètement absurde. Complètement absurde, complètement artificiel, implanté là voilà, avec une démesure incroyable, parce que jamais on avait vu à ce point. C'était la plus grande COP au niveau nombre de participants de l'histoire. Donc ils avaient fait venir plein de gens. C'était évidemment interdit de manifester dehors, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de délégations des ONG ou des pays du Sud global, etc. Et même aussi d'ailleurs des pays d'Europe ou d'Amérique, qui étaient, enfin pas des Américains tellement, mais d'Amérique du Sud en particulier, etc. Et devant la salle des négociations, il y a eu tous les jours des happenings, des side events, etc. Et en particulier, par exemple, la dernière, c'était une petite jeune fille indienne de 12 ans qui a fait tout un numéro, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu du spectacle et peu d'avancées très très concrètes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Amie Dahan, je rappelle que vous êtes historienne des sciences. On vous doit notamment gouverner le climat. 20 ans de négociations climatiques aux presses de Sciences Po. Vous serez rejointe par Christian de Pertuis, professeur d'économie. On lui doit notamment Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat aux éditions Gallimard. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, je vous l'ai dit, la COP28 vient d'aboutir à un accord. Les pays du monde entier approuvent un appel qualifié d'historique, on va revenir là-dessus, à une transition hors des énergies fossiles. J'ai dit hors et non pas une sortie donc de ces énergies fossiles. Nous sommes en compagnie de la mathématicienne et historienne des sciences Amie Dahan et nous recevons l'économiste Christian de Pertuis. Bonjour. Bonjour. Christian de Pertuis, vous êtes professeur d'économie, fondateur de la chaire Économie du climat à Paris-Dauphine. On vous doit notamment Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat aux éditions Gallimard. Que pensez-vous donc de cet accord de la COP, donc je le rappelle, transition hors des énergies fossiles, avec une trajectoire 2050 pour la neutralité carbone? Alors, je pense que cette COP qui succède après un premier appel à la sortie du charbon à Glasgow il y a 2 ans est effectivement un tournant dans le mode de négociation, puisque jusqu'à présent, la question qui fâche, qui consiste effectivement à organiser la sortie de l'ensemble des énergies fossiles, et pas uniquement le charbon, et pas uniquement le pétrole qui est au Proche-Orient, mais aussi celui que nous consommons ou que nous continuons à aller chercher en mer du Nord. Ça, c'est vraiment la question majeure des années qui viennent. Pourquoi ? Parce que ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de rajouter des énergies renouvelables, de rajouter de l'hydrogène vert, c'est d'enlever les énergies fossiles. Et sur le plan économique, enlever les énergies fossiles, ça veut dire désinvestir, enlever du capital qui est dédié à la production et à la consommation d'énergie fossile ou le reconvertir. Bon. Et ça, c'est une question qui a été très largement éludée pendant toutes les premières étapes de la négociation climatique, dès le départ, dans la Convention de 1992, et je pense que Ami a dû vous le dire tout à l'heure, ça a été éludé dans l'accord de Paris. On a signé ce grand accord de Paris. Et là, effectivement, la question revient sur la table et elle est posée très clairement, puisque je pense que le lobby pétrolier a été extrêmement maladroit. Il a été extrêmement maladroit et cette intervention de l'OPEP en plein milieu de la conférence a montré combien il y avait effectivement des blocages de ce côté-là. Donc moi, je pense que c'est un tournant important, mais l'essentiel va se jouer dans les 2 années qui viennent.
Et pourquoi? Parce que l'accord de Dubaï est un accord qui intervient au terme de la première période d'application de l'accord de Paris. C'est ce qu'on appelle le bilan global. Et maintenant, les pays ont 2 ans pour mettre dans leur contribution nationale déterminée comment est-ce qu'ils vont appliquer cette décision. Et c'est là que tout va se jouer en réalité. Mais alors ça veut dire que c'est, pour le rappeler, Ami Dahan, c'est un accord contraignant? Est-ce que les pays... Non. Ce n'est pas contraignant. On sait très bien que cette diplomatie climatique qui est liée au multilatéralisme n'est pas contraignante. Et c'est pour ça qu'on se réjouit quand même de la formulation, parce que pour la première fois, en effet, on s'est mentionné. Mais on sait très bien que voilà, ça peut continuer à être quelque chose très lent, très peu opérationnel. Ami Dahan, vous qui avez suivi ces négociations depuis de nombreuses années, les pays ont des intérêts évidemment divergents. Quelles ont été la manière dont les uns, les autres, la Chine, la Russie, bref, ont organisé leur jeu pendant cette COP28 ? Je crois que ça s'inscrit un peu dans la logique des choses. Bon, un pays comme la Chine, par exemple, ça s'est toujours projeté comme une puissance responsable, qui a à l'esprit ses propres intérêts, c'est-à-dire elle ne les sacrifie jamais, et donc, mais elle est intéressée. Donc, son problème était la sortie du charbon, et elle avait dit déjà à Glasgow qu'elle sortirait en 2060, qu'elle serait neutre en carbone en 2060. Donc là, il y a elle n'a pas bloqué, et en particulier, elle n'est pas intéressée. Ça, c'est remarquable. Elle n'est pas intéressée par les pseudo-solutions technologiques d'absorption et séquestration du carbone, parce que finalement, elle sait que ça marche pas bien et que c'est très très peu. Donc voilà, ça c'est la Chine. Elle n'a pas joué les lobbies. Elle a essayé, bien sûr, elle a fait des contacts avec les États-Unis. Il y a eu beaucoup de négociations avec Kerry, en particulier, qui est venu. Et ces deux puissances, finalement, acceptent aujourd'hui qu'il y ait un tournant historique. Maintenant, est-ce qu'ils vont le prendre avec la vitesse que l'on veut? Ça, on ne sait pas. Et sinon, après, il y a les puissances fossilistes. Et là, ce qui est terrible, c'est que la Russie, par exemple, c'est aujourd'hui le premier pays exportateur de charbon, de gaz et de pétrole. Et elle n'est pas en première ligne, parce que là, elle n'est pas en première ligne, mais elle a obtenu quelque chose de décisif dont il faudra qu'on parle là. C'est que la prochaine COP, elle a lieu en Azerbaïdjan, un petit pays pétrolier lié à la Russie, évidemment, et qu'elle va être derrière pour manager cette affaire. Christian de Pertuis. Oui, alors je partage assez largement ce que vient de dire Ami. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple États-Unis-Chine a une position extrêmement importante dans les négociations. Pour une raison malheureuse, c'est qu'à eux deux, ils font pratiquement 40%, un peu plus même de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Bon. Je crois que la position de la Chine, il faut bien le souligner, elle est celle du premier investisseur et de loin dans toutes les énergies renouvelables, hein, le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert maintenant. Et donc, en réalité, la Chine a une stratégie qui est parfaitement lisible, qui se heurte en interne à des difficultés, parce qu'il y a une difficulté entre le centre et puis les provinces, hein, et le centre dit il faut accélérer la transition énergétique, et les provinces continuent à investir souvent par derrière dans du charbon pour produire de l'électricité, voyez-vous, hein. Donc on retrouverait presque la question des gilets jaunes et de la province, hein, si vous voulez. Hein, vous voyez, bon. Donc ça, c'est important, et moi je crois qu'effectivement, la diplomatie chinoise a joué un rôle important. La posture américaine est tout à fait étonnante. Pourquoi? Parce que les États-Unis continuent d'investir massivement dans la production et dans l'exploration de pétrole et de gaz. Et donc il y a une sorte de schizophrénie, et on voit que, en réalité... C'est une schizophrénie ou un mensonge? C'est un peu des deux, on va dire, hein, mais
C'est-à-dire que dans la situation internationale qui est la nôtre, avec Poutine, la guerre en Ukraine, etc., dont il ne faut quand même jamais oublier cette fracturation géopolitique du monde, ils se disent il faut qu'on ait de l'énergie, bon marché, voilà. Et ça, il continue. Alors, oui, non, sauf que Biden a mis en place un programme considérable de subventions. Par l'IRA, Inflation Reduction Act, qui porte un nom bizarre. En fait, c'est de l'argent massif pour la subvention des éoliennes, du solaire et de la réindustrialisation verte aux États-Unis. Donc, quelque part, les États-Unis sont entrés dans une course derrière la Chine, si vous voulez. Bon. Et je voudrais dire quand même un mot sur l'organisation de la COP par les Émirats Arabes Unis, si vous voulez. Ouais. Parce que moi, j'ai été très choqué. Par la façon dont, dès le départ, on a dit dans des cercles européens, ça se passe dans le Proche-Orient, on a presque dit c'est des Arabes, ils vont pas y arriver. Bon, en réalité, moi je pense que ce tournant aurait été beaucoup plus difficile à prendre s'il n'y avait pas eu un président de la COP qui était originaire du Proche-Orient. Je rajoute un point. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous nous expliquiez. Alors, il y a eu des expressions racistoïdes ou condescendandes, mais il y a eu aussi du scepticisme. Non, ils défendaient leurs intérêts quand même. Voilà, donc il y avait du scepticisme par rapport à ça. Ils cherchent à gagner ils ont quand même cherché à gagner du temps. Oui, mais en ayant une diplomatie très habile, c'est-à-dire à se projeter comme des gens qui sont capables de réunir autour d'eux et de mettre en scène leur propre pays. Alors qu'est-ce qu'on répond à ce que vient de dire Hamida? Je pense que la position des Émirats Arabes Unis n'est pas identique à celle de l'Arabie Saoudite ou à celle du Koweït. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que les Émirats Arabes Unis ont été les premiers de toute la zone à investir massivement dans l'énergie décarbonée. Non, ils ont obtenu l'agence des énergies renouvelables. Pas en même temps. Est-ce que je peux terminer, Ami, s'il te plaît, quand même? Bon, je rappelle juste que le président de la compagnie nationale, qui est aussi le président de la COP, est également le président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Masdar, que cette entreprise Masdar a investi aujourd'hui des sommes tout à fait significatives sur les énergies renouvelables, que le premier parc photovoltaïque au monde en capacité, il est situé à Abu Dhabi, qu'ils ont même comme un programme décarboné. Donc je pense que on ne peut pas assimiler la posture des Émirats Arabes Unis à d'autres pays qui, eux, n'ont pas du tout commencé cet investissement. Hamida, répondez à... Oui, je suis d'accord. Ils avaient obtenu aussi la localisation à Dubaï de l'agence des énergies renouvelables qui avait été créée dans les années 2010. Donc déjà, ils s'étaient positionnés là, c'est vrai. Mais l'investissement qu'ils ont là est hors de dimension quand on le compare aux énergies carbonées qu'ils ont, enfin le pétrole et le gaz, dont ils sont absolument quand même majeurs. Et puis surtout, je crois que leur intérêt, qui est là où c'était un peu différent de l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils voulaient se mettre en scène aussi comme plateforme financière du monde. Ils sont quand même une plateforme tout à fait nouvelle, qui recycle l'argent d'ailleurs par rapport à la question des sanctions vis-à-vis de la Russie. On sait que ça se passe aussi dans la plateforme de Dubaï. Donc c'est quand même un pays qui avait son agenda. Christian de Pertuis, il y a aussi, j'ai envie de dire, des pays producteurs de pétrole, des pays pauvres producteurs de pétrole. Je pense par exemple au Venezuela. Ou la Colombie, cette négociation. même. Moi, je parlerais plutôt du Nigeria, si vous voulez. Je pense que si on regarde un peu la signification de la sortie des énergies fossiles, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, pour les pays moins avancés, il y a quand même quelque chose que les auditeurs doivent savoir, c'est que au Nigeria, qui est de loin le premier exportateur de pétrole d'Afrique, qui exporte beaucoup plus notamment d'hydrocarbures que l'Algérie, la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Et pratiquement les 2/3 n'ont pas accès à des systèmes modernisés de cuisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économies rentières sont des économies qui fonctionnent sur une illusion. Sur une illusion de richesse, puisque, en gros, dans ces pays-là, vous avez couramment
plus de la moitié des recettes fiscales du pays qui viennent de la rente énergétique et souvent 95 ou 98% des exportations qui viennent d'un seul produit. Vous voyez, donc il y a une illusion de richesse. Cette rente, elle est généralement monopolisée par quelques couches très minoritaires de la population et la grande masse de la population n'en bénéficie pas. Donc pour ces pays-là, effectivement, sortir de la rente énergétique, c'est un coût très élevé pour le budget, pour les exportations, pour les élites locales, mais ça peut être aussi l'occasion de reconstruire une économie beaucoup plus inclusive pour la plus grande partie de la population. Et je pense que c'est ça la question. Et concernant, par exemple, les investissements qui sont faits aujourd'hui en Afrique en matière pétrolière, je citerai l'exemple de l'Ouganda et de la Tanzanie. On sait que Total Energy va investir 7,5 milliards pour aller rechercher du pétrole dans un lac en Ouganda et le transporter jusqu'à un port tanzanien. C'est 7,5 milliards de dollars. Bon. Il y a eu une montée effectivement très forte des ONG contre ce projet et je pense que ce projet n'est pas compatible avec l'accord de Paris. Mais la vraie question, elle est, sommes-nous capables d'investir 7,5 milliards pour des énergies renouvelables, pour des énergies bas carbone et pour améliorer l'accès à l'énergie de la population. Vous voyez, c'est ça la vraie question qui est derrière. Christian de Pertuis, moi je voulais quand même vous entendre vous exprimer sur le Venezuela, parce que j'ai de bonnes lectures, je lis les tribunes de Christian de Pertuis, et dans l'une d'entre elles, vous évoquiez le Venezuela avec un niveau de vie par habitant qui s'est contracté des 3/4, une espérance de vie qui a reculé de 2,5 ans, une situation, disiez-vous, qui est pire encore en Libye. Donc ça, évidemment, c'est à replacer dans ce contexte. Alors, si vous voulez, c'est également développé dans l'ouvrage auquel vous faites référence. Il faut tout lire. Il faut tout lire, absolument. Et Ami, je pense, va aller dans ce sens-là. Alors, si vous voulez, moi, j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui se passe lorsque un pays rentier perd sa rente ? Bon. Et il y a malheureusement deux exemples et très violents, c'est le Venezuela et la Libye. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous entendre. Non, vous avez raison, c'est très concret. Surtout que le Venezuela a fait un référendum. Alors, la Libye, si vous voulez, c'est très simple, on n'a pas d'informations. Donc on peut pas savoir. Sur le Venezuela, on a des informations. L'espérance de vie. Alors le Venezuela d'abord a perdu à peu près les 3/4 de sa rente pétrolière, pour une part à cause de sanctions américaines, mais aussi pour une large part à cause de l'incurie de la gestion de la compagnie nationale qui a été monopolisée par une petite élite totalement incompétente en matière économique, pas en répression. Bon. Alors, si vous voulez, le résultat au bout de 10 ans, c'est que ce qu'on appelle le PIB, qui est une mesure un peu discutable de la richesse économique, c'est effectivement contracté des 3/4, mais que les conditions de vie ont incroyablement baissé et l'espérance de vie à la naissance a perdu 2 ans, si vous voulez. Il n'y a aucun autre pays qui a perdu autant d'espérance de vie à court terme. Et le Venezuela, qui n'était pas un pays parmi les plus pauvres, il y a 10 ans, effectivement, rejoint des indicateurs absolument déplorables en termes de conditions de vie. Pour terminer, donc, le Venezuela a également lancé un référendum sur une partie du Guyana, l'Essequibo, qui est producteur de pétrole, avec un risque important de tension internationale, de tension géopolitique, puisque les États-Unis et la Russie pourraient se trouver de part et d'autre. Bien sûr. Alors, mais tout ça, c'est quand même pour dire que dans ces COP, il y a des effets de posture. On voit bien que les derniers jours sur est-ce qu'on va mettre tel mot, transition hors ou sortie des fossiles, etc. C'est quand même des effets de posture. On s'accroche sur des locutions alors qu'on ne discute pas véritablement des problèmes concrets que les pays vont affronter, les petits comme évidemment les gros, pour mettre en place des chemins différents. On n'a jamais discuté de ça. Évidemment, la sortie des fossiles pour le Venezuela n'est pas la même chose que la sortie des fossiles. Et d'autre part, il y a ce problème majeur quand même dont on a entendu parler au début de la COP 28 et qu'on maintenant n'est plus en vitrine, qui est le problème du financement des pays pauvres dans cette transition. Parce que ce problème de financement, il est énorme, il fracture aussi l'ensemble des pays, puisque les pays du Sud pensent qu'ils ne reçoivent pas assez par rapport aux dommages qu'ils subissent, et ce qui est effectivement, même les loss and damage et tous ces fonds concrets, on leur donne quelques centaines de millions par an, ce qui est très très peu eu égard à tout ce qu'ils subissent. Christian de Pertuis.
Oui, alors je voudrais conclure sur le Venezuela. Vous voulez conclure avant la fin de Non, l'émission? sur le Venezuela, sur la séquence que nous avons eue, parce que moi je crois que c'est très important pour les pays rentiers du fossile, anticiper dès maintenant la sortie de la rente et commencer dès maintenant à diversifier l'économie, c'est se prémunir contre un risque beaucoup plus considérable pour la population demain. Simplement, les élites qui sont au pouvoir n'ont pas cet horizon de temps, si vous voulez. Donc on revient à une question très précise. Je voudrais dire qu'effectivement, en dehors... Alors, je voudrais dire aussi un mot quand même sur la Russie, parce que moi, ça me paraît important dans le contexte actuel, à la fois pour des questions géopolitiques, mais aussi pour des questions économiques. La Russie, c'est effectivement de très loin le premier exportateur d'énergie fossile, parce que c'est le seul qui exporte les trois. Et la Russie s'est très peu exprimée, mais je pense qu'elle a gagné beaucoup de choses, parce que notamment, et l'Europe a vraiment renoncé à un truc incroyable, c'est que la prochaine COP doit se tenir en Europe de l'Est. Bon, il y avait une candidature de la Bulgarie, qui, je le rappelle, fait partie de l'Union européenne. La Russie s'y est opposée. Et nous avons baissé les bras devant la Russie. Et donc, ça, c'est terrible, si vous voulez. Je pense que c'est terrible. Absolument. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais revenir dans cette négociation, qui est peut-être pas suffisamment apparu, c'est la question du nucléaire. Oui. Le lobby pétrolier s'est exposé très largement, pas très habilement, et finalement n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Le lobby nucléaire a été beaucoup plus discret. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Mais il a obtenu deux choses. La première, une déclaration qui n'est pas dans le document de la COP, mais sur la relance du nucléaire, avec multiplié par 3 les capacités nucléaires à l'horizon 2050, avec une très belle photo des chefs d'État devant un panneau. Donc ça, quelque part, ça officialise. Et puis surtout, dans la déclaration finale, c'est la première fois qu'on parle des 3 énergies fossiles, mais on parle également du nucléaire. Oui. Ami Dahan, sur le nucléaire. Sur le nucléaire, c'est effectivement à l'initiative française au départ. On sait bien qu'il y a cet appel est inspiré de l'appel français. C'est à doubler, ça a doublé d'ici 2050. Non, doubler d'ici 2050 et les renouvelables tripler d'ici 2050. L'autre, il y a 2030, deux appels. 2030, justement. Oui. Et quand on voit, il y a eu un papier hier, d'ailleurs dans Le Monde, de Cédric Philibert qui comparait les effets pour la transition possible de ces deux appels. Et là, on voit bien quand même que l'appel à tripler les renouvelables d'ici 2030 aurait des répercussions beaucoup plus grandes au point de vue d'avoir une puissance de gigawatts disponible décarbonée que le nucléaire qui demande beaucoup plus de temps, d'argent et concerne beaucoup moins de pays. C'est clair. Mais un mot de conclusion, Christian de Pertuis. Alors, le mot de conclusion, c'est que effectivement, il y a un tournant qui est pris, ça c'est certain, que la géopolitique de l'énergie est quand même en train de se transformer, et qu'aujourd'hui, les questions de l'accès aux métaux critiques, la question de l'accès au soleil, la question de l'accès au vent, ça devient des éléments de plus en plus importants dans la géopolitique internationale. Et des pays comme les Émirats arabes unis commencent à jouer dans cette nouvelle géopolitique, à la fois chez eux et aussi sur le marché mondial des énergies renouvelables. Donc ça, c'est important. Mais on verra l'ampleur du tournant pris dans 2 ans, lorsque les pays auront déposé leurs contributions nationales, parce que l'accord n'est pas contraignant, mais il contraint les pays à déposer ces contributions nationales. Et l'Europe ? Et l'Europe, là-dedans, je trouve, a fait... Elle a été énergique dans les discussions. Elle a fait beaucoup de bruit, dans les discussions, mais je pense que... beaucoup de bruit, ça veut dire beaucoup de bruit pour pas grand-chose ? Je pense qu'effectivement, l'acteur clé, les 2 acteurs clés dans la négociation ont été la Chine d'un côté et les Émirats arabes unis de l'autre. Ami Dahan, votre conclusion sur ce qui s'est déroulé, cet accord qui vient d'être obtenu à la COP ? Je pense qu'effectivement, l'Europe a joué un certain rôle en voulant pousser et en n'acceptant pas au départ que le mot fossile ne figure pas. Donc ça a été dans le rapport de force, ça a été joué. Mais le problème, c'est que... on l'a obtenu. Ça, elle l'a obtenu, mais elle n'a pas obtenu seule. Ça a été tout un... Il n'y a pas qu'elle, du tout. Et puis surtout, comme elle n'apparaît pas comme une force géopolitique unifiée qui joue une position un peu unique, elle n'a pas la même audience, effectivement, que les 2 grandes qu'a cité Christian, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis,
et les Émirats, parce que les États-Unis ont quand même joué un rôle en coulisses très important. Et quant à la diplomatie émirati, et effectivement, d'une certaine façon, elle a un succès, parce qu'elle a réussi à imposer, y compris à l'Arabie Saoudite, cette terminologie dont les fossiles, dont ces pays ne voulaient pas. Et elle a réussi quand même à l'imposer. Mais je crois qu'on va voir, dans les années qui viennent, le rôle qu'elle va jouer entre les divers paquets de pays fossilistes. Merci. Ami Dahan, je rappelle le livre que vous avez publié avec Stéphane Écoute, Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques, c'est aux presses de Sciences Po. Merci Christian Depertuis, Carbone fossile, carbone vivant vers une nouvelle économie du climat, c'est le bouquin que vous avez publié. Bouquin, c'est pas péjoratif, le livre. Non, c'est très bien, c'est très bien. L'ouvrage, le traité non, que vous avez publié aux éditions. Il est dans la librairie du coin. Voilà. Dans quelques secondes, mes camarades.